L'affaire que je vais raconter maintenant frôle l'incroyable et porte l'expression « crime annoncé » à un tout autre niveau. Le 30 novembre 2021, une fusillade de masse a eu lieu à l'Oxford High School, dans le Michigan, aux États-Unis. Ethan Robert Crumbley, âgé de 15 ans, armé d'un pistolet semi-automatique de 9 mm, a assassiné 4 élèves et blessé 8 autres personnes, dont un professeur. Les autorités ont arrêté l'adolescent et l'ont inculpé en tant qu'adulte pour 24 crimes, dont le terrorisme, ce qui semble être inédit dans ce type de procédure et d'attaque. Ethan a plaidé coupable à toutes les accusations en octobre 2022, puis lors de son procès en décembre 2023, l'adolescent a été condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, plus 24 années supplémentaires de prison. Eh bien, les abductés, même si les États-Unis, malheureusement, sont les champions en matière d'attaque dans les écoles, nous présentons ce cas en raison de ses nombreuses particularités qui ont conduit à un dénouement inhabituel avec également le procès des parents, du tireur et l'école poursuivie en justice. Les questions soulevées ici concernent les voies possibles pour faire face à ce type de violence. Au Brésil, en novembre dernier, le ministère de l'Éducation a proposé au gouvernement fédéral 13 mesures pour prévenir et lutter contre les attaques dans les écoles. Vous êtes au courant de cela? Eh bien, faites une recherche sur Google, c'est important de connaître certaines de ces propositions. Très bien, je suis Marcos Campos. Bienvenue à tous. Si vous aimez les histoires vraies, affaires criminelles et mystères, abonnez-vous et suivez la chaîne. Chaque semaine, il y a plusieurs nouveaux épisodes ici. Si possible, rejoignez notre club de membres pour soutenir directement la production de nos contenus. Si ce n'est pas possible, pas de souci. Likez, commentez même un emoji et restez jusqu'à la fin. Ça aidera beaucoup notre chaîne. Voilà, les annonces tamponnes sont faites, passons aux faits. Comme vous allez le voir au cours de l'épisode, cet attentat à l'Oxford High School est une histoire troublante d'omission de la part des adultes qui ont interagi avec Ethan, l'adolescent. Une sorte de « ah, ce n'est rien », vous voyez? On ignore. On laisse passer comme si c'était « ah, juste un dessin, juste une phrase » et ainsi de suite. Mais ce récit place aussi les criminels mineurs à un autre niveau en ce qui concerne les responsabilités de leurs parents. Sur le site de l'école Oxford High School, là-bas dans le Michigan, nous avons trouvé, en plus des informations habituelles sur la vie de la communauté scolaire, comme par exemple les événements sportifs, les prochaines représentations théâtrales, les informations pour les parents et les enseignants, il y a un mémorial temporaire pour les victimes de la fusillade de 2021. C'était le 3 novembre 2021, vers 12h50, précisément à 12h51. La police locale a reçu des appels au 911, le numéro d'urgence aux États-Unis, signalant une fusillade en cours dans une école. Le déplacement a été immédiat et 3 minutes après l'arrivée des secours, Ethan a été arrêté indemne. Il avait encore 7 cartouches chargées dans son arme et 2 chargeurs de 15 cartouches. Lors d'une conférence de presse, le sous-shérif du comté d'Oakland, Michael McCabe, a déclaré que le tireur s'était rendu à la police sans aucun incident. La fusillade a duré 5 minutes à l'extrémité sud de l'école. Plus tard, les enquêteurs ont pu reconstituer la séquence des faits grâce aux images des caméras de surveillance interne de l'école qui montraient Ethan Robert Crumbley entrant dans des toilettes et en ressortant après environ 1 minute, tenant un pistolet semi-automatique. Immédiatement après, Ethan a commencé à tirer dans le couloir, justement au moment où des centaines d'élèves passaient d'une salle de classe à une autre. Au son des coups de feu, des cris, de la panique, tous les élèves ont commencé à fuir, cherchant refuge et protection. En même temps, le tireur avançait dans le couloir et tirait sur les salles de classe et sur les élèves qui n'avaient pas réussi à se cacher à temps. Les actes d'Ethan ont été décrits comme méthodiques et délibérés, c'est-à-dire qu'il semblait calme et maître de lui tout au long de l'attaque. Il faisait cela en toute conscience. Planification, c'est-à-dire planification, je ne sais pas,
Peut-être un déclic à ce moment, mais il était certain de ses actes. Il a ensuite déclaré qu'en entrant dans la salle de bain, il a récupéré son arme. Et il a même mis des morceaux de papier toilette dans ses oreilles pour étouffer le bruit des coups de feu, car il savait qu'il serait très fort. Enfin, cela prouve qu'il était bien là, avec tout prémédité dans sa tête. Selon les élèves, grâce au système de sonorisation de l'école, tout le monde a été immédiatement alerté de la présence d'un tireur actif. Avec cela, les professeurs ont commencé à verrouiller les salles, à ériger des barricades devant les portes et à couvrir les fenêtres. Cette réaction rapide face à cette menace a empêché qu'un nombre encore plus important de vies ne soit perdu. Tout cela est très surréaliste, n'est-ce pas, les amis? Imaginez le système de sonorisation annonçant qu'il y a un tireur actif à l'intérieur de l'école. Comment ça nous amène quand même à penser que c'est quelque chose de courant, non? Ce n'est pas surréaliste, ça. Eh, sois vigilant, ça peut arriver. Il convient également de mentionner, les amis, qu'au début, les élèves pensaient qu'il s'agissait d'un exercice, d'une sorte de simulation, d'une situation de danger. Mais, même au milieu de toute cette confusion et de toutes ces incertitudes, l'important, c'est qu'Ethan n'a réussi à entrer dans aucune salle. D'autres adolescents ont mentionné qu'ils avaient entendu des bruits forts, mais ils n'ont pas immédiatement pensé qu'il pouvait s'agir de coups de feu. Quoi qu'il en soit, ils ont suivi les instructions de rester dans les salles et de verrouiller les portes pour leur propre sécurité. Un garçon qui se trouvait là, seul, dans les toilettes au moment de l'attaque, a entendu ces sons, qu'il pensait pouvoir être des coups de feu tirés juste à côté de lui. C'est pourquoi il est resté recroquevillé à l'intérieur, dans l'une de ces cabines des toilettes, n'est-ce pas, avec une porte. Ce n'est qu'une fois l'école calmée, sécurisée, les policiers sur place et le tireur arrêté, c'est alors que ce garçon-là a ouvert la porte et a finalement quitté les lieux. Alors cet élève a trouvé plusieurs corps étendus sur le sol, dans ce couloir, là où il allait passer. Après la fusillade, l'école a été rapidement évacuée. Les élèves ont été emmenés dans un grand magasin à proximité et même des voisins ont accueilli des enfants jusqu'à l'arrivée des parents. Les objectifs étaient essentiellement au nombre de 2. Empêcher que les élèves soient exposés à des scènes violentes de camarades blessés ou morts et mettre les élèves en sécurité, pendant que les autorités effectuèrent des fouilles dans l'école à la recherche d'éventuels autres tireurs, d'armes et de preuves. Certaines publications concernant cette attaque ont été faites en temps réel par des élèves qui étaient cachés dans des salles de classe. D'ailleurs, même lorsque les policiers sont arrivés et ont informé que les portes pouvaient être ouvertes et que les élèves pouvaient sortir des salles verrouillées, il y avait beaucoup de peur et de méfiance que la voix puisse être celle du tireur, essayant de tromper ceux qui étaient à l'intérieur des salles. Par la suite, le shérif Bouchard, lors d'une conférence de presse, a précisé qu'Ethan était déjà en détention et hors de l'école quand les officiers ont annoncé aux élèves et enseignants confinés que l'école était sécurisée et que les portes pouvaient rouvrir. Le travail d'enquête complet a examiné toutes les images des caméras de sécurité du bâtiment scolaire. On a donc constaté qu'Ethan était seul pendant l'attaque. Et non en duo, comme cela s'est déjà produit dans d'autres cas similaires d'attaques contre des écoles, menées par 2 tireurs complices. Il est également devenu évident qu'Ethan avait une intention claire de tuer ses victimes, puisqu'il a visé la tête et la poitrine de chacune de ses victimes, n'est-ce pas, et a tiré pratiquement à bout portant. Il a également tiré sur les portes verrouillées, essayant d'atteindre et de blesser les personnes qui étaient, n'est-ce pas, cachées à l'intérieur de ces salles où il a tiré. Ensuite, un mandat de perquisition a également été exécuté au domicile de la famille d'Ethan, où un téléphone portable, un journal intime, plusieurs armes longues et d'autres objets ont été saisis. Tout cela fait déjà partie de l'enquête sur la fusillade. Les réseaux sociaux du garçon ont été fouillés, y compris d'anciennes publications. Le téléphone portable contenait 2 vidéos d'Ethan, toutes 2 filmées la veille de la fusillade, et dans ces vidéos, il annonçait soi-disant l'attaque qu'il allait commettre à l'école le lendemain. Les médias de l'époque ont même ajouté, n'est-ce pas, une note disant que le garçon avait déclaré ceci, j'espère entre guillemets, j'espère que ma fusillade fera en sorte que le président américain soit destitué. Les enquêteurs ont interrogé les parents d'Ethan lors de la perquisition chez eux et ont obtenu des informations très surprenantes. Je vais bientôt vous en parler davantage, d'accord? Les gars, je vais donc vous présenter maintenant les victimes de cet attentat.
Madison Baldwin, 17 ans, Tate Myre, 16 ans, Hannah St. Juliana, 14 ans, ces trois-là sont morts sur place. Et Justin Tilling, 17 ans, qui est décédé 2 jours plus tard à l'hôpital où il avait été pris en charge. En plus d'eux, 7 élèves ont été touchés et blessés, ainsi qu'une enseignante. Cependant, ils ont tous survécu. Alors, les amis, nous avons déjà parlé ici sur la chaîne de certains cas nationaux d'attaques dans des écoles, n'est-ce pas? Un sujet assez troublant dans cet univers de crimes réels. Mais, comme je l'ai dit au début de l'épisode, ce qui va être raconté à partir de maintenant frôle l'incroyable et porte vraiment l'expression crime annoncé à un autre niveau. Il est publiquement rapporté que la police a déclaré qu'il n'y avait aucun indice qu'Ethan ait eu des problèmes disciplinaires à l'école avant la fusillade. Cependant, nous sommes certains que cette information est fausse. Parce qu'à mesure que l'on découvre un peu son histoire, il est impossible de croire qu'il n'y avait pas de répercussions négatives dans sa vie sociale et dans ses relations à l'école. La procureure Karen McDonald a présenté la chronologie des événements avant l'attaque. Regardez bien, le 29 novembre, la veille de la fusillade, des membres du personnel de l'école ont parlé avec Ethan après qu'un professeur a vu l'adolescent utiliser son téléphone portable en classe pour faire des recherches sur l'achat de munitions. Lorsqu'on lui a posé des questions à ce sujet, Ethan a justifié son intérêt pour l'achat de munitions parce que lui et sa mère, Jennifer, étaient récemment allés dans un stand de tir et, selon lui, les sports de tir étaient un passe-temps familial. Mais, étant donné qu'il n'avait que 15 ans, cela semblait un peu étrange, n'est-ce pas? Même là, dans le contexte des États-Unis. Ainsi, les employés de l'école ont laissé un message vocal à sa mère et lui ont envoyé un email à ce sujet, certainement en demandant si l'explication qu'Ethan avait donnée était valable ou non. Nous savons que Jennifer Crumbley n'a pas répondu à ces messages reçus. Bien loin de là, en fait, elle a directement envoyé un message texte à son fils et ce message qu'elle a envoyé à Ethan commence déjà d'une manière vraiment étrange. Tu connais le sigle LOL, très utilisé sur les réseaux sociaux américains? Ça veut dire « laughing out loud », soit « rire aux éclats » en français. C'est une expression, tu vois. Elle commence ainsi, entre guillemets, « laughing out loud ». Je ne suis pas en colère contre toi, tu dois apprendre à ne pas te faire prendre. Fin de citation. C'est pour le moins étrange, non les gars? À moins que la personne ne soit déjà un peu dérangée. Ce n'est pas drôle du tout, n'est-ce pas? Commencer ce message de cette façon. Ce que cela montre aussi, en fait, c'est que la famille du garçon ne voyait pas vraiment ses comportements inquiétants comme étant réellement préoccupants, n'est-ce pas? Eh bien, déjà le 30 novembre, donc en suivant l'ordre chronologique, le jour de la fusillade, un autre professeur a trouvé un dessin très inquiétant, violent, sur le bureau d'Ethan. Regardez sur cette photo ce qu'il a dessiné. C'est un pistolet, n'est-ce pas? En pointant vers les mots, les pensées ne vont pas s'arrêter. Aidez-moi. Dans un autre passage de cette note, il y avait un dessin d'une balle avec les mots suivants au-dessus de cette balle, du sang partout. Entre le dessin de l'arme et de la balle, on voit aussi une personne apparemment blessée et qui saigne. Sous cette figure, il y a aussi un dessin d'un emoji, d'un sourire. Plus bas que ce dessin, il y a les mots « Ma vie est inutile ». Et à sa droite, il y a les mots « Le monde est mort ». C'est une professeure qui a pris cette photo de ce dessin et a dénoncé Ethan à la direction de l'école. Et ainsi, il aurait été emmené au bureau du conseiller pédagogique. Plusieurs personnes de l'école étaient au courant de la situation. Alors, il a été décidé d'appeler les parents d'Ethan en leur demandant de venir à l'école. Pendant qu'ils attendaient l'arrivée des parents du garçon, n'est-ce pas? Personne n'a pensé qu'il représentait vraiment un danger imminent. Tellement que les parents ont simplement reçu la recommandation de chercher un accompagnement psychologique pour leur fils dans un délai de 48 heures. Sinon, l'école ferait appel au service de protection de l'enfance. Le père et la mère ont résisté à l'idée qu'Ethan puisse l'être, n'est-ce pas? À ce moment-là, il a été renvoyé de la classe à cause d'un simple dessin. Autant la mère que le père devaient travailler ce jour-là et Ethan devait rester à l'école. En résumé, les amis, le garçon est retourné en classe pour suivre les cours.
Les parents ont été incroyablement déloyaux en ne disant pas qu'ils avaient acheté une arme pour lui quelques jours auparavant. Ethan a même posté sur les réseaux sociaux qu'il avait reçu à l'avance son cadeau de Noël de 2021. C'est bien ça, les gars. Le pistolet 9 mm appartenait à Ethan. Et ce matin-là, il avait déjà emmené l'arme à l'intérieur de l'école, cachée quelque part de stratégique. C'est après cette deuxième réunion du matin, à laquelle les parents d'Ethan étaient présents à l'école, qu'il a commis la fusillade à 12h50. Environ une demi-heure plus tard, lorsque les journaux télévisés ont commencé à parler de l'attaque à l'Oxford High School, Madame Jennifer Crumbley, la mère d'Ethan, a envoyé à son fils « Ethan, ne fais pas ça !» Quelques minutes se sont écoulées, puis James Crumbley a également appelé le 911 pour signaler que l'arme avait disparu de chez lui. Il a également dit que son fils, Ethan Robert Crumbley, pourrait être le tireur de l'école. Quelques jours plus tard, la procureure, Karen MacDonald, a déclaré que les employés de l'école avaient des raisons légales de fouiller le sac à dos et le casier d'Ethan lorsque ses préoccupations sur son comportement ont été soulevées le matin de la fusillade, surtout après que tout le monde ait vu le dessin que l'adolescent avait fait. Rappelons que l'épisode de la recherche d'achat de munitions avait eu lieu la veille, cependant, l'école n'a effectué aucune fouille. C'est effrayant, n'est-ce pas, les amis? Ça me donne vraiment un sentiment total d'insécurité. Parce que, malgré les preuves et les indices, il semble que personne ne prenne de mesures. Ça m'a d'ailleurs rappelé la dernière attaque à Santa Catarina, n'est-ce pas? On a même fait un épisode spécial sur la chaîne à ce sujet. Je me souviens, mes filles sont à l'école, n'est-ce pas? Je me souviens que toutes les écoles de la commune avaient mis des agents de sécurité aux portes. Il y avait là une vraie inquiétude, n'est-ce pas? Mais tu vois que c'est cette inquiétude temporaire, tu sais, juste pour donner une réponse immédiate. Maintenant, il y en a une ou deux que tu vois, tu sais. Donc, c'est cette négligence qui pourrait être évitée, n'est-ce pas? Il faut appeler. On ne peut pas attendre que ça arrive, les gars. Ouais, ça me choque, tu vois? On dirait que personne ne prend ça au sérieux, tu vois? Cette idée de « ça ne m'arrivera pas ». Malgré tout, l'historique, n'est-ce pas, de fusillade dans les écoles. Bon, je vais donc vous présenter un peu, n'est-ce pas, ce qu'on sait sur la vie de ce jeune homme, la biographie d'Ethan. Certaines informations sont importantes pour contextualiser ce triste épisode. Ethan, né en 2006 en Floride, a ensuite déménagé avec ses parents dans d'autres villes. Ses parents ont des antécédents criminels mineurs, enregistrés entre 1995 et 2005, impliquant des fraudes financières et la conduite en état d'ivresse ou sous l'influence de drogue. Un ancien voisin a déclaré aux journalistes qu'après que la famille ait déménagé dans le Michigan, le couple Jennifer et James laissait souvent Ethan seul à la maison pendant qu'il fréquentait des bars au centre-ville. Le voisinage était tellement inquiet qu'il a fait des dénonciations anonymes par téléphone au Conseil de protection de l'enfance de l'État, mais ces personnes ne savaient pas si des mesures avaient été prises à l'époque. Vers 2014 et 2015, les informations les plus récentes étaient préoccupantes. Selon les procureurs, le seul ami d'Ethan a déménagé à la fin du mois d'octobre 2021. Le chien de la famille est mort. L'adolescent montrait des signes de dépression. Ethan envoyait à sa mère des messages troublants sur son état d'esprit qui comprenaient des allégations concernant des démons et des fantômes à l'intérieur de la maison. Il se serait aussi filmé en torturant des animaux, fabriqué des cocktails Molotov et dessiné un croquis de lui-même lors d'une fusillade scolaire. Ethan a partagé cette idée avec un ami, par le biais de messages textes. L'adolescent est même allé jusqu'à conserver la tête d'un oisillon dans un bocal et, plus tard, il a placé ce bocal dans les toilettes de l'école. James Crumbley, père d'Ethan, a acheté l'arme de 9 mm utilisée lors de l'attaque dans un magasin local pendant le Black Friday, 4 jours avant la fusillade. Les parents n'ont jamais cherché d'aide médicale ou psychologique pour leur fils, même en sachant les incidents que nous venons de vous raconter ici. La procureure Karen MacDonald a précisé qu'Ethan était avec son père lors de l'achat de l'arme et qu'il l'a annoncé sur les réseaux sociaux le même jour. Sa mère, Jennifer, a également fait référence à l'arme dans une publication sur les réseaux sociaux comme étant le nouveau cadeau de Noël d'Ethan. Sur la base des douilles récupérées retrouvées dans l'école,
Les autorités pensent qu'au moins 30 coups de feu ont été tirés. L'une des questions de l'affaire était de savoir si Ethan avait pris l'arme à l'insu de ses parents ou s'il était en possession du 9 mm, puisque l'arme lui avait été offerte comme cadeau. Après son arrestation sans résistance, Ethan a été inculpé d'homicide, de tentative d'homicide et placé sous surveillance au centre de détention pour mineurs du comté. Les autorités étaient déterminées à ce qu'il reste en vie, c'est-à-dire qu'il n'essaie pas de se suicider comme certains de ces criminels ont l'habitude de le faire. Il a toutefois affirmé ne pas envisager le suicide car il refusait d'être oublié. Et rester en vie était la meilleure façon d'être rappelé. Autrement dit, l'histoire se répète, n'est-ce pas? Nous avons déjà vu plusieurs cas comme celui-ci où ce genre d'être, on dirait qu'il prend du plaisir, n'est-ce pas, à être rappelé pour cet acte terrible qu'il a commis. Le garçon a d'abord exercé son droit au silence. Plus tard, il a nié puis a admis les crimes, toujours sous la direction de son avocat. Le 1er décembre, il a été inculpé en tant qu'adulte pour terrorisme, comme des meurtres, homicide au 1er degré, tentative de meurtre et possession d'armes à feu lors d'un crime. Selon les agences de presse américaines, il semble que ce soit la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'une accusation de terrorisme soit portée en lien avec une fusillade sur un terrain scolaire. L'accusation de terrorisme est prévue par la loi du Michigan pour un acte destiné à intimider ou à contraindre une population civile. Dans ce cas, la communauté du lycée d'Oxford, Ethan, détenu sans possibilité de libération sous caution, a été défendu par un avocat commis d'office, car ses parents ont engagé des avocats pour eux-mêmes, mais n'ont pas engagé de défenseurs pour leur fils. Ce passage-là, pour moi en tout cas, montre clairement que cette famille était complètement dysfonctionnelle, non? Chacun ne pensait qu'à soi. Vous avez compris, n'est-ce pas? Cet avocat-là a demandé qu'Ethan soit transféré de nouveau au centre de détention pour mineurs, puisqu'il pouvait entendre d'autres adultes, ou que cela contrevenait au statut du Michigan sur la détention de mineurs dans des établissements pour adultes. La demande a été rejetée et le procureur adjoint a déclaré qu'il contacterait la prison du comté d'Oakland pour que Ethan soit isolé des autres détenus et de leurs conversations. Le 12 janvier 2022, une déclaration de non-culpabilité a été déposée au nom d'Ethan Robert Crumbley lors de sa mise en accusation. Quelques jours plus tard, la défense a annoncé qu'elle plaiderait la folie et a demandé une évaluation de la responsabilité pénale, une procédure standard lorsque l'accusé est évalué par un médecin du centre de psychiatrie légale. 9 mois plus tard, après quelques tergiversations, disons-le, non, ou des preuves irréfutables contre lui, Ethan a plaidé coupable de toutes les accusations et a retiré son intention de plaider la folie. Il a aussi reconnu lors de l'interrogatoire que son argent avait servi à acheter l'arme. Il a aussi affirmé que l'arme n'était pas verrouillée le jour de la fusillade. L'accès à l'arme dans la maison était ainsi facilité. En septembre 2023, près de 2 ans après l'attaque, le juge Kwame Rowe a statué qu'Ethan pouvait écoper d'une prison à perpétuité sans libération conditionnelle. Dans cette décision, la gravité du crime a primé sur le jeune âge de l'accusé ou son enfance négligée par ses parents, Jacques et Jennifer. Sans parler du fait que, pendant la période précédant le procès d'Ethan, même en détention, il a réussi à utiliser une tablette piratée pour accéder à des contenus ultra-violents. Ainsi, le 9 décembre 2023, la sentence de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle a été prononcée. Juste avant la sentence, Ethan a présenté ses excuses à la communauté et s'est dit vraiment désolé. Peu après l'arrestation d'Ethan, la procureure Karen McDonald a déclaré que son bureau envisageait également des poursuites pénales contre les parents de l'adolescent. Selon elle, la possession responsable d'armes à feu est cruciale pour empêcher les tragédies. Ainsi, ceux qui sont irresponsables avec leurs armes à feu doivent en répondre. C'est ça. En décembre 2021, les parents d'Ethan ont été inculpés de 4 chefs d'homicide involontaire. Pour ne pas avoir veillé à ce que l'arme qu'Ethan a utilisée lors de la fusillade soit rangée en lieu sûr, hors de portée de l'adolescent, c'était donc un cas rare où des parents étaient accusés en lien avec une fusillade dans une école. Quelques heures après cette annonce, Jennifer et James ont été recherchés par la police d'État car ils ne se sont pas présentés pour se rendre à la justice. En raison de l'accusation de terrorisme, le FBI a été impliqué.
Avec le FBI, le service des marshals des États-Unis et l'équipe d'arrestation des fugitifs du comté d'Oakland ont commencé la chasse aux parents d'Ethan. D'après les journaux, on a appris que le couple avait retiré 4 000 $ à la banque, ce qui n'est pas beaucoup pour subvenir aux besoins de 2 personnes en fuite, n'est-ce pas? Aussitôt, des affiches de Jennifer et James ont été diffusées et des récompenses allant jusqu'à 10 000 $ ont également été offertes pour toute information menant, n'est-ce pas, à leur arrestation. Vers 2 heures du matin, le 4 décembre, la police a arrêté le couple dans une chambre au premier étage d'un immeuble commercial. Leur localisation rapide a été le résultat de dénonciations anonymes concernant leur véhicule. Il est rapporté que les Crumbley étaient désarmés et désespérés lorsqu'ils ont été arrêtés et rien n'indiquait qu'ils avaient prévu de se présenter aux autorités. Leur plan était vraiment de fuir. Jennifer et James Crumbley ont été inculpés, ont plaidé non coupables et une caution de 500 000 $ a été fixée chacun. Comme mentionné, les procureurs fédéraux enquêtent pour déterminer si des lois ont été violées lors de l'achat d'une arme par James Crumbley pour son fils. James et Jennifer ont été détenus à la prison du comté d'Oakland, où se trouvait aussi leur fils. Cependant, ils n'étaient pas autorisés à interagir. 30 jours après l'audience de la caution, le juge a donné raison au procureur et a refusé de réduire le montant de la caution pour les parents d'Ethan, affirmant qu'ils présentaient un risque de fuite et que les accusations étaient très graves. Ils sont restés en détention pendant environ 2 ans jusqu'au procès. Début 2024, le juge a décidé que Jennifer et James auraient des procès distincts. Le procès de Jennifer Crumbley s'est terminé le 6 février 2024, le jury l'ayant déclaré coupable des 4 chefs d'accusation d'homicide involontaire. Jennifer est devenue la première mère à être condamnée pour ce type de corrélation. Elle a fini par écoper de 15 ans, n'est-ce pas, pour ces accusations d'homicide. Le père d'Ethan, James, a aussi écopé de la même peine que la mère, soit 15 ans d'emprisonnement maximum. J'ai dit que la mère a pris 15 ans, mais en fait, ils auront entre 10 et 15 ans de prison. Et regardez, toujours à propos de la responsabilité de James dans la fusillade de 2021, il a affirmé aux enquêteurs que l'arme de son fils était rangée dans un étui et les balles séparées, mais cela était faux selon le témoignage d'Ethan. James a reconnu les mauvais résultats scolaires de son fils et leur dispute sur les notes d'Ethan la veille du massacre à l'école. Mais que tout allait bien entre eux, parents et fils, et que l'adolescent avait reconnu qu'il devait faire plus d'efforts à l'école. Mais une autre version de la vie d'Ethan a été révélée par les enquêtes au tribunal. Et cela a été présenté avec l'aide d'un expert médico-légal qui a passé au crible les messages textes d'Ethan. Ces messages, il les avait envoyés à un ami à propos de sa propre santé mentale et des armes à feu, des conversations qui ont eu lieu des mois avant l'attaque. Pendant son témoignage, Ed, cet expert médico-légal, a parlé des plus de 20 000 messages échangés entre les amis entre janvier et octobre 2021. Ethan a exprimé ses inquiétudes sur sa santé mentale et a envoyé au moins une vidéo avec une arme chargée. Au début du mois d'avril 2021, Ethan a envoyé un message à un ami disant qu'il entendait des gens lui parler et qu'il voyait quelqu'un au loin. Comme une silhouette, un fantôme. En fait, entre guillemets, j'ai demandé à mon père de m'emmener chez le médecin hier, mais il m'a juste donné quelques comprimés et m'a dit de les avaler. Incroyable, les gars, même entre guillemets, je lui demande de m'emmener chez le médecin, mais ma mère a ri quand je lui ai raconté. Eh oui, ses parents aussi, miséricorde, hein, ce sont 2 déchets, non? Et lors du procès, Jennifer a nié avoir ri et a dit qu'elle ne pensait pas que son fils demandait à voir un médecin. Bien sûr, c'est parole contre parole, non? Mais vu les circonstances, n'est-ce pas? Après que cet ami d'Ethan ait déménagé, les conversations entre lui et Ethan se sont arrêtées. L'adolescent ne parlait qu'avec ses parents. Plus tard, les autorités trouveraient son journal intime, qui était encore dans son sac à dos scolaire. Ce journal contenait 22 pages de notes manuscrites et de dessins décrivant ce qu'il ressentait et ce qu'il voulait faire à ses camarades de classe. Peut-être que la partie la plus frustrante de tout cela est le fait que les enseignants étaient au courant de ces dessins. Les dessins d'Ethan Crumbley racontaient l'histoire d'un enfant profondément perturbé. Le 9 décembre,
Plusieurs survivants de la fusillade ont intenté 2 procès de 100 millions de dollars contre les écoles communautaires d'Oxford et leurs employés. Au moins un procès alléguait que les employés de l'école n'avaient pas empêché la fusillade parce qu'ils avaient ignoré plusieurs signaux d'alerte, comme des menaces diffusées sur les réseaux sociaux et signalées à l'école. Et dans cette confusion, les noms d'anciens employés de l'école ont été cités à tort. Cela a amené des personnes étrangères à l'histoire à recevoir des menaces de mort de la population. Le 8 janvier 2022, les survivants de la fusillade ont intenté une nouvelle action en justice de 100 millions de dollars, ajoutant 11 nouvelles accusations contre les employés de l'école. La mise à jour consistait à désigner le directeur et d'autres administrateurs comme responsables de négligences graves, alléguant que leurs actions avaient causé des traumatismes physiques et émotionnels graves et permanents. Selon le procès, les employés de l'école étaient au courant des publications troublantes faites par Itam sur les réseaux sociaux, ainsi que de ses tendances à la cruauté envers les animaux, mais ils lui ont tout de même permis de continuer à fréquenter l'école normalement. Il semblerait que les enseignants et les conseillers pédagogiques aient été découragés de signaler et de confronter les comportements bizarres de l'adolescent. L'établissement a contesté toutes les accusations. Le 24 janvier 2022, il a été demandé de suspendre la procédure contre l'école jusqu'au procès criminel de James et Jennifer. En mars 2023, un juge d'État a rejeté les poursuites contre les écoles communautaires d'Oxford et leurs employés. Cet avis détermine que l'école et les employés sont immunisés contre les accusations de responsabilité, car seul Ethan Robert Crumbley a été la cause directe de la fusillade. Quoi qu'il en soit, de nombreux élèves ont été traumatisés par cette attaque et psychologiquement affectés par la perte de leurs camarades de classe, ainsi que par les images des morts et des blessés. Ainsi, le département de la santé et des services sociaux du Michigan a fourni de l'aide et du soutien aux élèves et à leurs familles. Plus de 3,2 millions de dollars de ressources ont été approuvés par le Conseil des commissaires du comté d'Oakland en réponse aux besoins de ces personnes. Les écoles communautaires d'Oxford ont fermé leurs portes pendant 1 semaine et le plan de reprise des activités normales incluait la présence policière ainsi qu'une équipe médicale formée pour apporter du soutien. Le surintendant du district a annoncé qu'à partir de 2022, tous les élèves de l'école primaire 1 seraient obligés d'utiliser des sacs à dos transparents, tandis que tous les élèves du collège et du lycée seraient obligés de garder leurs sacs à dos dans les casiers. Des offices religieux et une veillée aux chandelles ont été organisés à l'école. Un mémorial en hommage aux victimes a été créé à l'extérieur de l'école, avec des fleurs, des photos, des messages et les traditionnels animaux en peluche. Une pétition en ligne a été lancée pour renommer le stade de l'école au nom de Todd Meyer, l'une des victimes tuées lors de la fusillade. D'autres initiatives visaient aussi à rendre hommage aux victimes et à soutenir les proches des personnes tuées ou blessées, tout en rapprochant la communauté. Une collecte solidaire a été organisée pour financer les frais funéraires et hospitaliers. Malheureusement, après cette attaque, une vague de menaces a eu lieu dans d'autres écoles. Les sources indiquent qu'au moins 519 écoles dans 70 districts différents du Michigan et dans 6 autres États sont restées fermées après des menaces d'attaque. Les entreprises de réseaux sociaux comme Facebook et TikTok ont dû supprimer des pages et contenus jugés dangereux ou faisant l'apologie de ces crimes. Définitivement, les gars, ce n'était pas simplement un autre récit de violence dans les écoles. Ce n'était pas un massacre scolaire en réponse au harcèlement, ni provoqué par des troubles mentaux inconnus ou non diagnostiqués chez la personne responsable du crime. Et cette idée de terrorisme comme cet attentat qui a été qualifié ainsi dans le Michigan, il a remis en question le concept américain selon lequel une menace à la sécurité nationale ou à la sécurité intérieure doit nécessairement être une menace étrangère pour le pays, avec la compromission de la capacité du gouvernement et de la société, n'est-ce pas, à survivre et à fonctionner. En réalité, les fusillades dans les écoles représentent une menace constante et si grave aux États-Unis qu'elle devrait être considérée comme une question de sécurité nationale. Et certainement, l'exploration de toute cette affaire a révélé de nouveaux aspects de ce grand problème. Comme tout le monde le sait, bien qu'effrayantes, les attaques dans les écoles, comme tant d'autres crimes, tombent dans l'oubli du public quelques jours après s'être produites.
Notre recherche a révélé qu'à la fin de 2023, le ministère de l'Éducation a proposé au gouvernement fédéral des mesures pour prévenir les massacres dans les écoles brésiliennes. Cette proposition était accompagnée d'un rapport cartographiant le problème et identifiant certaines causes. Et très brièvement, ici pour vous, entre 2002 et 2023, il y a eu 36 attaques dans des écoles. Les victimes mortelles ont été 49 personnes, avec 115 blessés supplémentaires. Lors de ces attaques, les criminels ont utilisé des armes à feu, dans 16 autres des armes blanches, et dans les 4 cas restants, d'autres types d'armes ont été utilisés. Au total, 30 écoles publiques, 14 municipales et 16 d'État, ainsi que 7 écoles privées, ont été la cible des criminels. Attaque d'Aracruz, Espírito Santo, fin novembre 2022, a touché 2 écoles. Et ce n'est qu'un exemple pour vous. Cette proposition du ministère de l'Éducation comporte de nombreuses mesures. Je ne vais pas les énumérer ici, une simple recherche Google suffit pour les trouver. Je crois que nous l'avons déjà mentionné ici, dans un épisode sur le sujet, que les plus grands spécialistes de cette question sont les États-Unis, le pays où des attaques de ce type se produisent le plus fréquemment. Autrement dit, il est difficile d'être optimiste quant à des solutions simples et faciles. Les sujets abordés par le ministère de l'Éducation sont importants et cela est indiscutable. Cependant, en dehors du pouvoir public, que peuvent faire les noyaux familiaux? Sujet assez complexe, non? Il suffit de voir ce qui s'est passé là, quels ont été les maillons de la chaîne qui se sont refermés dans le cas d'Ethan. N'oubliez pas que notre espace thérapeutique dans les commentaires est là, disponible pour que nous puissions discuter davantage de ce sujet, d'accord? J'espère que vous avez apprécié notre travail d'aujourd'hui. Merci pour votre compagnie et à bientôt pour le prochain épisode.